Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube le 1er mars 2022, Brandon Sanderson, auteur de fantasy américain notamment connu pour avoir écrit Les Archives de Rochard, a annoncé qu'il a écrit 4 livres durant la pandémie de la Covid-19. Oui, vous avez bien entendu, 4 livres en environ 2 ans. Ces 4 livres seront surnommés les romans secrets de Brandon Sanderson. Pour la sortie de ces 4 romans, Brandon Sanderson a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter qui a réussi à amasser plus de 40 millions de dollars US, rentrant ainsi dans l'histoire du monde de l'édition. Ces 4 livres, je les ai lus et dans cette vidéo, je vais vous les présenter, vous dire ce que j'en ai pensé et vous dire aussi s'ils valent la peine d'être lus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première vidéo lecture de 2024 et pour bien commencer l'année, j'ai décidé de vous parler de 4 livres écrits par l'un de mes auteurs fantasy préférés, j'ai nommé Brandon Sanderson. J'ai découvert Brandon Sanderson il y a plusieurs années grâce à sa série Fils des Brumes que j'ai absolument adoré. Quand j'ai vu sa vidéo It's Time to Come Clean en 2022, la vidéo dans laquelle il annonce qu'il a écrit 4 livres, j'étais tellement contente. Vous pouvez donc imaginer ma joie quand j'ai enfin pu me plonger dans ses romans en 2023. Je vais maintenant vous présenter ces 4 livres, vous dire lequel a été mon préféré, qu'est-ce que j'ai aimé dans tous ces livres, qu'est-ce que j'ai moins aimé. On démarre donc avec le tout premier livre secret, Tresse de la mer émeraude. Tresse de la mer émeraude est sorti en janvier 2023. J'ai lu ce livre dans sa version originale, donc en anglais, et il se pourrait que certains des noms que j'utilise ne soient pas les bons dans la version française, mais je pense qu'on va réussir à se comprendre malgré tout. Alors comme le titre l'indique, Tresse de la mer émeraude raconte l'histoire de Tresse, une jeune fille de 17 ans qui vit sur une île appelée le Roc. Elle rend régulièrement visite à Charlie, dont elle est amoureuse, qui est le fils du duc qui règne sur cette île. Le jour où Charlie lui révèle que ses sentiments sont réciproques, donc que Charlie aussi est amoureux d'elle, le duc entend leur conversation. Comme Tresse n'est pas de haute naissance, le duc s'oppose à leur relation et quelques jours après, il emmène Charlie avec lui et il quitte le Roc. Il a pour intention de présenter Charlie à toutes les princesses du royaume pour que Charlie puisse trouver sa future épouse. Sauf que, avant de partir, Charlie dit à Tresse qu'il n'épousera pas une princesse, que c'est elle qu'il veut épouser et qu'il fera tout pour se montrer indésirable. Malheureusement pour lui, le duc comprend ce que Charlie essaye de faire. Donc 2 ans après leur départ, lorsque le duc revient sur l'île du Roc, Charlie n'est pas avec lui. Tresse apprend que le duc, dans sa colère, a envoyé Charlie chez la sorcière qui habite la mer Cramoisie. Cette sorcière est redoutée par tous et toutes parce que personne ne revient jamais de chez elle. Tresse, malgré le danger, décide de partir sauver Charlie et part donc en voyage sur la mer émeraude. Alors pour commencer cette critique, parlons de l'univers. Tresse de la mer émeraude se déroule sur une planète où les océans ne sont pas faits d'eau, mais de spores qui tombent des lunes qui entourent la planète. Chaque lune produit des spores aux caractéristiques différentes, ainsi chaque océan a une couleur différente. Donc le Roc, l'île où habite Tresse, se trouve dans la mer émeraude qui, comme son nom l'indique, est de couleur verte. Les spores se comportent comme un liquide grâce à un processus de fluidisation. Donc il y a de l'air qui sort de la croûte terrestre de la planète qui fluidifie les spores, ce qui fait en sorte que les habitants de cette planète peuvent voyager sur les spores comme si c'était de l'eau. Donc on retrouve dans ce roman le talent de constructeur de monde de Brandon Sanderson. C'est vraiment le maître du world building, cet auteur. Dans ce roman, il a réussi à mettre au point un univers super intriguant et je dois bien admettre que ce world building, c'est mon aspect préféré de Tresse. J'ai un petit peu moins accroché au personnage, mais je pense que c'est surtout à cause de la narration, et je vais y revenir. Donc Tresse est une jeune fille qui est attachante, elle est très courageuse et elle a un grand cœur. Elle est très humaine et c'est très facile de s'identifier à elle. Pendant ses aventures, elle fait la rencontre d'un rat parlant. Oui, un rat qui parle. Il devient son partenaire de crime. C'est un personnage qui est vraiment un peu loufoque, mais j'ai aimé le fait que ce personnage soit aussi très humain, qu'il ait aussi des défauts, des qualités, et que ce soit un personnage qu'on puisse, comment dire, auquel on puisse aussi s'identifier étrangement. Parce que comme j'ai dit, c'est un rat. Je dirais que mon personnage préféré de l'histoire est Crow. Alors Crow, c'est la capitaine d'un navire pirate sur lequel Tresse se retrouve coincée. C'est une femme cruelle, froide et très intelligente. Elle réussit à contrecarrer presque tous les plans des héros. J'ai aimé avoir un antagoniste qui soit intelligent et qui ne se fasse pas facilement avoir. Dans cette histoire, on retrouve aussi le personnage d'Oid. Donc Oid, c'est un personnage récurrent du Cosmere.
Et le Cosmere, c'est l'univers dans lequel se passent toutes les histoires écrites par Brandon Sanderson, ou du moins la grande majorité. Hoyt est un personnage récurrent dans les séries, il est présent dans les archives de Rochard, il est présent dans Fils des Brumes, c'est un personnage mystérieux dont on sait pour l'instant peu de choses, à part qu'il est très puissant et qu'il voyage de monde en monde. Donc dans Tress de la mer d'Émeraude, c'est Hoyt qui raconte l'histoire. Hoyt raconte l'histoire de Tress d'une manière très humoristique. Il fait preuve de beaucoup de répartie et de beaucoup d'humour, donc son ton est très moqueur et c'est quelque chose que je n'ai pas trop aimé. Donc dans sa note d'auteur, Brandon Sanderson explique qu'il attendait d'écrire une histoire féerique qui ne soit pas trop enfantine, inspirée de Princess Bride, pour ceux qui connaissent le film et le roman. Quand j'ai lu sa note d'auteur, à la fin de ma lecture, je me suis dit « Ah, ok, je comprends ». Il y a vraiment ce côté très conte de fées, sans que ça fasse trop enfantin quand même. Donc si vous pensez que ce genre de livre pourrait vous plaire, n'hésitez pas à lire Tress, vous allez probablement adorer cette histoire. Je recommande aussi fortement ce livre aux fans de Brandon Sanderson et aux fans du Cosmere, parce que je pense que ce livre est une pièce intéressante dans le puzzle du Cosmere pour bien comprendre le personnage de Hoyt. Je vais maintenant passer au deuxième des 4 livres secrets de Brandon Sanderson. Alors ce livre s'appelle Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Vous comprendrez que dans la suite de la vidéo, je vais juste appeler le livre Manuel de survie pour faire court. Ce roman est sorti en avril 2023 et comme Tress, je l'ai lu en version originale, donc je l'ai lu en anglais. Le roman nous raconte l'histoire de John, un homme qui se réveille dans un monde qui rappelle un petit peu l'Angleterre médiévale. Il n'a aucun souvenir de qui il est, il ne sait pas non plus comment il est arrivé là. Tout ce qu'il a en sa possession, c'est les vêtements qui se trouvent sur son dos et aussi des pages déchirées d'un manuel qui s'appelle Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Pour retrouver ses souvenirs et pour comprendre comment il est arrivé là et aussi où est-ce qu'il est, en fait, John va devoir se lier d'amitié aux autochtones du monde dans lequel il se trouve. Alors ce roman est le roman que j'ai le moins aimé parmi les 4 romans cachés de Brandon Sanderson. J'ai trouvé que les personnages sont intéressants mais sans plus. John est un personnage qui a un passé difficile, il a une très faible estime de lui-même. Au cours de l'histoire, il doit trouver la force de changer sa vie, il doit trouver la force de faire face à son passé, à ses erreurs et trouver le courage de prendre une direction différente. C'est une évolution qui est touchante, c'est une évolution que j'ai quand même aimé suivre, mais je dirais pas que ce personnage m'a marqué. Les personnages secondaires de l'histoire m'ont encore moins marqué. Pendant ses voyages, John fait la rencontre d'un chef de village et d'une scope. Donc les scopes dans cet univers, c'est des sortes de médiums. Et ces personnages m'ont tellement marqué que je ne me souviens pas de leur nom. Il y a une romance dans cette histoire qui est quand même mignonne. Mais c'est vraiment la seule chose que je peux dire au sujet de ces personnages. Je les ai pas trouvés particulièrement intéressants, ils étaient juste là. Maintenant le world building, alors le world building c'est habituellement le point fort de Brandon Sanderson, mais là dans ce livre le world building ça a été l'aspect le plus décevant et le moins intéressant pour moi. L'histoire prend place dans une dimension parallèle à la nôtre, très semblable à l'Angleterre médiévale, donc il y a des vikings qui se battent contre des anglo-saxons. On apprend au fur et à mesure de l'histoire que John vient du futur et que dans son futur les humains ont découvert comment voyager à travers les dimensions, qu'il y a une agence touristique qui propose aux gens de voyager dans des dimensions similaires à l'Angleterre médiévale et c'est cette agence touristique qui a écrit le fameux manuel de survie, etc., etc. Le concept de dimension alternative est super sympathique, mais malheureusement j'ai trouvé qu'il n'était pas beaucoup exploité dans ce livre. Finalement l'histoire se concentre beaucoup sur la dimension dans laquelle John se trouve et ce n'est pas le genre d'univers qui m'intéresse. Maintenant pour le style, c'est encore un autre aspect du livre que j'ai pas beaucoup aimé. L'histoire est racontée à la première personne, du point de vue de John. Entre les chapitres, il y a des extraits du manuel de survie qui aident à donner plus de contexte à l'histoire et à nous faire comprendre le world building. Le ton de l'histoire se veut léger, humoristique, mais je n'ai pas accroché. Je constate d'ailleurs qu'à chaque fois que Brandon Sanderson essaie de faire de l'humour dans ses livres, ça ne marche pas. Pour moi, je pense qu'on n'a juste pas le même sens de l'humour. Je sais que Sanderson a essayé d'écrire quelque chose de différent avec ce livre, de tester de nouvelles choses. Si vous avez un petit budget et que vous ne savez pas lequel des 4 livres acheter, je vous déconseille de choisir celui-là. Le troisième livre secret de Brandon Sanderson est celui que j'avais le plus hâte de lire et je n'ai pas été déçue. Yumi et le peintre des cauchemars est sorti en juillet 2023. J'ai lu ce livre en version française et je l'ai même acheté en version papier. Donc la traduction française de ce livre a été réalisée par Mélanie Fazi qui a aussi fait la traduction de plusieurs tomes des archives de Rochard si je ne me trompe pas. Donc ce livre nous parle de Yumi qui est une Yoki Ijo.
je pense que je prononce ça correctement, c'est-à-dire une prêtresse qui est chargée d'invoquer les esprits en empilant des pierres pour que ces esprits viennent en aide à son peuple dans leur quotidien. Elle a été choisie à sa naissance pour devenir une Yoki-Ijo et toute sa vie, elle a travaillé en tant que Yoki-Ijo. Dans un autre monde, semble-t-il, vit Peintre. Alors Peintre, de son vrai nom Nikaro, c'est un peintre de cauchemars. Il combat les cauchemars qui sont des êtres de fumée et d'obscurité qui vivent dans le voile de ténèbres qui entoure sa ville. Un jour, Nikaro se réveille dans le corps de Yumi, dans le monde de Yumi, alors que Yumi se trouve à côté de lui sous forme d'esprit. Il est la seule personne capable de la voir et de l'entendre. Pendant la journée, il endosse son travail de prêtresse, ou du moins il essaye, et il essaye de comprendre ce qui se passe. Le lendemain, il se réveille, il est de retour dans son monde, sauf que c'est Yumi qui occupe son corps, et lui, il est sous forme d'esprit. Yumi et Nikaro, qui ne se connaissaient donc pas du tout avant cet événement, vont devoir collaborer, apprendre à se connaître pour comprendre qu'est-ce qui leur arrive. Surtout que Yumi est certaine que ce sont les esprits qui les ont mis en contact parce qu'ils ont besoin de leur aide. Alors je vais faire ma fangirl un petit peu, mais j'ai l'impression que cette vidéo c'est juste moi qui fais ma fangirl. Quand j'ai lu ce roman, je me suis dit, ce livre est encore une fois la preuve que Brandon Sanderson est le maître incontesté du world building. Le world building de ce livre est mon préféré des 4 romans secrets. Donc on a ici le monde de Peintre, qui est une planète rongée par les ténèbres, inspirée du Japon moderne. Donc il n'y a pas de soleil, le ciel est voilé par une brume de noirceur qui ne laisse passer que la lumière d'une seule étoile. Les villes sont illuminées et alimentées par des bandes d'ions qui rappellent un petit peu les néons de notre monde. Ces bandes d'ions sont de couleur turquoise et magenta. Ce monde est donc cerné par un voile de ténèbres qui produit des cauchemars. Des êtres faits de fumée qui absorbent les émotions et les rêves des gens pour gagner forme et solidité. Si ça ne crée pas déjà une image super frappante dans votre esprit, mais en plus de ça, en parallèle du monde de Nikaro, il y a celui de Yumi. Donc le monde de Yumi est lui inspiré de la Corée ancienne. La planète où elle vit est un lieu désertique où il fait excessivement chaud. Il fait si chaud que les habitants ne peuvent pas marcher sur le sol pieds nus, sinon leurs pieds brûlent. Les fleurs, les arbres, en fait les plantes flottent dans les airs parce qu'il n'y a pas d'humidité dans le sol. Ces deux mondes m'ont immédiatement fascinée. Dès les premières pages, j'étais déjà dans l'histoire. Le roman est raconté à la première personne du point de vue de Oid, comme dans Tress de la mer Émeraude. Sauf qu'ici, Oid n'est pas vraiment un personnage secondaire de l'histoire. Donc dans Tress de la mer Émeraude, Oid joue un rôle dans l'histoire. Dans ce livre-ci, dans Yumi, Oid est présent dans l'histoire, mais c'est pas vraiment un personnage de l'histoire. Donc il nous explique au début du livre qu'il est arrivé sur la planète de Nikaro et qui s'est retrouvé coincé sous la forme d'un porte-manteau. Donc pendant toute l'histoire, Oid est un objet inanimé. Sa narration dans Yumi est beaucoup plus neutre que dans Tress, donc ça passe. En ce qui concerne les personnages, j'ai beaucoup aimé les personnages individuellement, mais j'ai malheureusement pas beaucoup aimé leur relation, ce qui est vraiment dommage parce que cette histoire est en fait une romance. Donc Nikaro, c'est un jeune peintre qui est solitaire, sans amis, il a perdu sa passion pour l'art il y a plusieurs années, il a une très mauvaise estime de lui-même et il rêve désespérément d'être utile et de venir en aide à quelqu'un parce qu'il pense que ça pourrait donner du sens à son existence. Donc c'est un personnage très triste auquel je me suis vite attachée parce que je voulais le voir réussir, je voulais que de bonnes choses lui arrivent. Yumi est quant à elle une prêtresse qui a été coupée du monde toute sa vie, donc elle n'a jamais rien eu à faire elle-même, elle a toujours été entourée de serviteurs. Son seul rôle en tant que Yoki-Ijo est d'empiler en tant que Yoki-Ijo, le seul rôle de Yumi est d'empiler des cailloux pour invoquer des esprits. Donc c'est ce qu'elle a fait toute sa vie et c'est un peu la seule chose qu'elle sait faire. J'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage au début de l'histoire parce que ses circonstances ont fait d'elle une personne peu empathique et très naïve. C'est compréhensible qu'elle se comporte comme ça, donc je ne déteste pas ce personnage. Et elle a aussi une évolution très intéressante, très satisfaisante et très positive au cours de l'histoire. Quand les héros de Nikaro et de Yumi se croisent, ça clash immédiatement. Comme je vous l'ai dit, Yumi n'est pas capable de faire preuve de compréhension ou d'empathie parce qu'elle n'a jamais eu à interagir, à avoir de vraies interactions en fait avec d'autres êtres humains. Elle décide que Nikaro est une mauvaise personne et pendant le premier tiers de l'histoire, elle se montre très injuste envers lui, très désagréable et donc j'ai eu beaucoup de mal avec leur relation au début du livre et finalement j'ai jamais vraiment réussi à accrocher en fait à leur romance. Maintenant en ce qui concerne le rythme et les thèmes de l'histoire, alors le rythme du roman
roman est satisfaisant, mais seulement jusqu'au premier tiers de l'histoire. Après, le récit ralentit beaucoup parce que l'histoire se concentre beaucoup sur la relation entre Yumi et Nikaro et le livre abandonne un petit peu l'intrigue principale. À la fin du livre, quand vient le temps de se recentrer sur l'intrigue, les lecteurs n'ont pas tous les outils pour comprendre ce qui se passe. Donc il y a 2 chapitres explicatifs à la fin du livre du point de vue de Hoyt, puisque c'est lui le narrateur. Et en gros, Hoyt nous explique, ok, voici comment fonctionne le système magique, voici comment fonctionne cet univers, voilà toutes les informations qui vous manquent. Et je pense que toutes ces informations auraient facilement pu nous être transmises durant l'intrigue si l'intrigue avait été mieux structurée. On trouve dans ce livre comme thème principal le débat qui est très actuel de l'art versus la technologie. Donc quand la technologie essaie d'imiter l'art, que devient l'artiste? C'est une question qui est posée par l'histoire. J'ai trouvé que c'était exploré d'une manière intéressante, quoique d'une manière qui manque beaucoup de subtilité. En conclusion, j'ai beaucoup aimé ce roman, même si la romance ne m'a pas convaincue et même si la structure du livre m'a laissé un peu perplexe. Dans sa note d'auteur, Brandon Sanderson explique qu'il a tiré son inspiration des animés et des mangas pour ce roman, en particulier du manga Hikaru no Go et du film Your Name de Makoto Shinkai. Donc si vous aimez les films de Makoto Shinkai, si vous aimez les animés, les mangas et la romantasy, il y a de fortes chances que vous aimiez ce livre. Si vous préférez les histoires fantasy plus classiques de Brandon Sanderson, donc qui sont plus centrées sur l'intrigue, le système magique, l'univers, il se pourrait que vous trouviez Yumi décevant et un petit peu ennuyant. Nous voilà déjà arrivés au dernier des 4 livres secrets de Brandon Sanderson. L'Ensoleillé est sorti en octobre 2023. Tout comme Yumi, j'ai lu ce livre en version française et j'ai aussi acheté une copie papier du livre. Donc je savais déjà que j'allais aimer ce livre. La traduction française de L'Ensoleillé a aussi été réalisée par Mélanie Fazi. D'ailleurs, petite parenthèse ici par rapport à la traduction de ces livres. Ces livres sont sortis en 2023 en version anglaise et en version française au rythme de 1 livre par trimestre. Donc je ne peux qu'imaginer la charge de travail que ça a dû représenter de traduire ces 4 livres au rythme auquel ils sont sortis. Respect total. Donc L'Ensoleillé raconte l'histoire de Nomade, un homme qui se téléporte de planète en planète à travers le cosmère car il est pourchassé pour des raisons mystérieuses par la Brigade Nocturne qui est une sorte de groupe de mercenaires. Nomade arrive sur la planète Quantique et s'y retrouve coincé parce qu'il n'a plus d'énergie pour se téléporter. Malheureusement pour lui, la planète Quantique est un environnement très inhospitalier. Le soleil de cette planète consume tout ce qui se trouve sur son passage. Les habitants de la planète Quantique sont donc toujours en mouvement et ils sont contraints de vivre en fuyant constamment la lumière de leur soleil. Nomade se retrouve mêlé à un affrontement entre un groupe de rebelles et le tyran qui règne sur cette planète. Il décide d'apporter son aide aux rebelles en espérant que ça puisse l'aider à retrouver l'énergie dont il a besoin pour pouvoir quitter cette planète. Donc L'Ensoleillé se passe dans l'univers du cosmère et contrairement aux autres livres secrets de Brandon Sanderson, ce livre-ci est très connecté aux événements du cycle du cosmère. Donc il y a de nombreuses références aux archives de Rochard dans ce roman, aussi quelques références à Fils des Brumes, et Nomade est un personnage des archives de Rochard. Donc si vous n'avez pas lu les archives de Rochard, je vous déconseille de lire L'Ensoleillé parce que vous risquez de ne rien comprendre. Ce livre se passe après le 5e livre des archives de Rochard et le 5e livre des archives de Rochard n'est pas encore sorti. La planète Quantique où se déroule l'histoire est une fascinante création de Brandon Sanderson. Encore une fascinante création de Brandon Sanderson. Même si j'avoue que j'ai moins aimé le monde de L'Ensoleillé que celui de Yumi. Sur cette petite planète, le soleil est meurtrier. Tout ce qu'il touche est réduit en cendres, voire en magma. Les habitants de cette planète sont donc forcés de fuir constamment la lumière du soleil et de vivre dans l'ombre du crépuscule. Donc ils vivent sur des vaisseaux parce qu'ils doivent être tout le temps en mouvement, ils doivent tout le temps se déplacer. Et ces vaisseaux peuvent s'assembler pour former une cité volante. Donc toute la société de Quantique s'est construite autour de cette fuite constante. Donc la technologie, les mœurs, les mentalités, tout s'est construit autour de cette idée de fuite, de course continue. À travers les yeux de Nomade, on explore cet autre mode de vie et c'est un autre mode de vie qui nous permet de réfléchir à des thèmes super intéressants, dont le thème de la tyrannie et de la cruauté dans les sociétés humaines. Concernant les personnages, je dois admettre que la majorité des personnages de L'Ensoleillé sont oubliables. De ce livre, je ne retiendrai que les personnages principaux, donc Nomade et Auxiliaire. Nomade est un personnage vraiment intéressant. Surtout que durant la majorité du livre, j'essayais de comprendre ses liens avec les archives de Rochard. Il y a plein de choses que j'ai oubliées. Je me souviens
Je me souvenais, quand j'ai commencé à lire ce livre, je me souvenais juste de Shallan, d'Alina et Kaladin. C'est les seuls personnages dont je me rappelais. Donc j'étais très intéressée par les mystères entourant Nomade. Il fuit la brigade nocturne, mais pendant une grande partie du roman, on ne sait pas pourquoi. Il nous explique aussi qu'il a commis quelque chose de terrible, et même à la fin de l'histoire, on ne connaît qu'une petite partie de ce qui est arrivé. Pourtant, malgré ces mystères, Nomade est un personnage auquel on s'attache facilement. Donc il a commis des erreurs et à cause de ça il pense qu'il est une mauvaise personne. Il essaye de prendre l'identité de cette mauvaise personne, sauf que son empathie le rattrape toujours et il finit toujours par aider les gens et par protéger les gens. Il y a une évolution et des réflexions qui sont très touchantes. J'ai été très émue par son arc narratif. C'est l'arc narratif qui m'a le plus marqué de tous les livres secrets. Pour ce qui est du style d'écriture de l'Ensoleillé, si dans les autres romans secrets Brandon Sanderson a joué un petit peu avec son style d'écriture, il a testé de nouvelles choses, surtout dans 13 et dans Manuel de survie. On retrouve dans ce livre-là son style habituel, donc une troisième personne interne, des descriptions précises et des phrases impactante. Donc le style d'écriture est très proche du style des Archives de Rochard, sauf que dans ce livre-ci, on a un rythme beaucoup plus effréné. Au début du livre, j'étais pas trop fan de ce rythme, sauf qu'après j'ai compris que ce rythme effréné servait en fait à illustrer l'état d'esprit dans lequel les personnages du livre se trouvent. Dans sa note d'auteur, Brandon Sanderson explique qu'il a écrit 13 et Yumi pour sa femme Emily. Le manuel de survie, il l'a écrit pour lui-même, et ce livre-ci, L'Ensoleillé, il l'a écrit pour nous, ses fans, les fans du Cosmere. Ce livre est définitivement mon préféré des 4 livres. J'ai juste été époustouflée par l'univers, par les courses-poursuites, par l'évolution de Nomade. Il y a une scène vers la fin du livre en particulier qui m'a... ça m'a pris par les sentiments. Donc même si j'étais un petit peu confuse au début, même si j'ai encore plein de questions concernant Nomade, concernant Auxiliaire, concernant Oid aussi, j'ai pu rentrer facilement dans l'histoire et ce roman m'a donné envie de me replonger dans l'univers des Archives de Rochard, donc de relire les Archives de Rochard en attendant la sortie du prochain tome, le 5e tome qui est supposé sortir cette année. Donc si vous aimez Brandon Sanderson, si vous aimez les Archives de Rochard, je pense que vous allez adorer ce roman. Je ne peux que vous le recommander chaudement. Si vous êtes fan de Brandon Sanderson et si vous n'avez du budget que pour un seul des 4 romans secrets, ça devrait être L'Ensoleillé. Vous devriez acheter L'Ensoleillé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fait le tour des 4 romans secrets de Brandon Sanderson publiés en 2023. Je ne sais vraiment pas comment Brandon Sanderson réussit à publier autant de livres si rapidement. J'ai vu plusieurs mauvaises langues dire qu'il faisait souvent passer la quantité avant la qualité. Mais moi je ne suis pas d'accord du tout. Je trouve que les livres de Brandon Sanderson conservent toujours une certaine qualité. Même si bon c'est vrai, Manuel de survie... Ok, je peux pas le défendre sur celui-là. Donc mon classement ressemble un petit peu à ça. En tête, L'Ensoleillé. Deuxième position, Yumi, qu'on a ici. Qu'on a ici. Troisième position, Tress de la mer émeraude et en dernière position Manuel de survie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des romans secrets de Brandon Sanderson et de Brandon Sanderson lui-même dans les commentaires juste en dessous. On se retrouve très vite, portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!